Gilbert Sinoué, bonjour. Vous êtes d'abord merci d'avoir accepté l'invitation donc de la médiathèque départementale des Landes et du conseil départemental pour ce rendez-vous qui a lieu du fait de la crise sanitaire en visioconférence. Nous aurions bien évidemment aimé nous retrouver en présentiel à Souston, mais nous ne pouvons pas malheureusement. Très heureux de vous accueillir pour évoquer notamment votre tout dernier roman, Le Faucon. Alors, vous êtes, Gilbert Sinoué, né au Caire, vous êtes l'auteur de très nombreux romans, je ne vais pas tous les citer, pas seulement des romans, aussi parfois des biographies, des essais, des récits. Je vais quand même citer le livre de Saphir en 1989, également Pardon 1996. 96, c'était Avicenne où la route disparaît, pardon, en 1989. C'est oui. En effet votre premier livre. Le livre de Saphir qui avait eu le prix des libraires en 1996, L'Enfant de Bruges. J'ai beaucoup aimé aussi la trilogie Inch'Allah qui compte le souffle du jasmin, le cri des pierres et également les 5 parties de la lune. Un livre également sur Averroès que j'ai également lu pour préparer cette rencontre, ou Le secrétaire du diable, c'était aux éditions Fayard, et donc avec Le Faucon, qui est votre tout dernier roman, publié chez Gallimard, vous confirmez une fois de plus, si je puis dire, votre talent de conteur et de grand connaisseur de l'histoire et des mythes du Moyen-Orient, puisque vous évoquez, à travers ces pages, le destin exceptionnel de Cheikh Zayed, qui n'est autre que le fondateur de ce pays qu'on appelle du père de la gazelle, autrement dit les Émirats arabes unis. Je précise au passage, dès entrée de jeu, que vous pouvez retrouver les livres de Gilbert Sinoué donc dans le réseau des médiathèques du département des Landes. Gilbert Sinoué, première question. Alors moi, j'ai découvert, je dois dire, j'avais vaguement entendu parler quand même de Cheikh Zayed, mais je ne connaissais absolument pas son parcours. Qu'est-ce qui a déclenché, si je puis dire, cette envie, ce désir de consacrer un livre entier, ce très beau roman, à Cheikh Zayed, autrement appelé Zayed bin Sultan Al Nahyan. Je prononce peut-être mal. Évitons la complexité du nom. Voilà. Zayed suffit. En fait, vous savez, je dis souvent que je ne choisis pas mes sujets et que ce sont plutôt les sujets qui me tirent par la manche. Je m'explique. Il suffit simplement de jeter un œil sur ma bibliographie et vous verrez bien que la variété des thèmes laisse entendre que je ne suis pas un chemin, je ne suis pas une ligne droite. Je passe de l'Empire romain, qui était mon premier roman, à Avicenne, la Perse, puis je me balade en Égypte, et puis je retourne en Espagne avec le livre de Saphir. Donc, ce sont des idées qui me sont, j'allais dire, données. Et parfois, je me considère comme une passerelle. Alors, on ne va pas rentrer dans un examen, une analyse métaphysique, mais je ne m'explique pas ça autrement. Et pour ce qui concerne le dernier roman, qui est en fait une biographie romancée, c'est très simple. J'avais été invité dans ce pays qu'on appelle les Émirats arabes unis, qui est plus connu sous ce nom en tout cas, il y a une dizaine d'années, à participer à un salon du livre. Et quand vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas échapper au fameux Cheikh Zayed. Je veux dire, il est sur toutes les lèvres, il est partout, on ne vous parle que de lui. Et je vous avoue que connaissant un peu le Moyen-Orient, je me disais encore un de ces gouverneurs ou gouvernants qu'on idolâtre. Vous savez, en Égypte, on avait coutume de voir les portraits de Nasser à tous les coins de rue. En Irak, avec Saddam Hussein, c'est pareil. En Syrie, vous savez, au Moyen-Orient, on idolâtre les gens qui vous gouvernent. Et je me dis, c'est encore une de ces crises habituelles. Et je suis rentré en France, et je n'y ai pas trop pensé. Et j'ai été invité une seconde fois, cette fois par l'ambassade de France, il y a 4 ans. Et là, de nouveau, on m'a rebattu les oreilles avec Cheikh Zayed. Et je suis rentré à l'hôtel et j'ai commencé à me connecter sur le net et je me suis aperçu que le personnage était quand même assez intéressant. Et en rentrant à Paris, j'ai continué, ma curiosité était vraiment attisée par le personnage, j'ai continué à faire des recherches et au fur et à mesure où je lisais, je découvrais que c'était probablement, peut-être en même temps que Bourguiba, l'un des seuls grands hommes de cette région du monde, qui n'a connu, en règle générale,
que des dictateurs et des régimes autoritaires. Et là, je suis tombé sur un personnage de roman. Oui. Et l'idée d'écrire m'est venue évidemment, mais je ne voulais pas écrire une biographie de plus parce que je m'étais renseigné, il y en a des centaines, mais qui sont en fait des hagiographies, Oui. qui sont des copier-coller à la grandeur du Cheikh Zayed. Alors voilà, et puis je me suis dit, c'est un vrai sujet de roman, j'aimerais bien l'écrire un jour. Et vous vous êtes mis au travail, vous avez Pas tout à commencé. fait, non, Ah non, non, pas tout à fait. tout à fait, oui. Parce que j'avais besoin de matière. Alors, Oui, ce bien que je sûr. lisais me semblait assez superficiel. Et j'en ai parlé un jour à mon éditeur, l'éditeur qui me publie en langue arabe. Et j'ai dit, tu sais, j'aimerais bien écrire une biographie du Cheikh Zayed, mais je ne voudrais pas écrire une biographie classique. Je voudrais avoir accès, pardonnez-moi, aux archives, à des lettres, à des communications, etc. Et ça, il n'y a qu'aux Émirats que je le trouverai. Et figurez-vous qu'il en a parlé à quelqu'un qu'il connaissait aux Émirats, bon, qui occupait un poste relativement important, qui a été très séduit par l'idée, et il m'a immédiatement fait venir pour en parler. Et quand je lui ai expliqué ma vision du roman, il a été absolument séduit et m'a dit, écoute, tu peux venir ici autant que tu veux, tu seras notre invité. Excusez-moi, il y a mon chat qui se balade, je ne sais pas si on le voit. J'en ai un aussi, il va peut-être se balader aussi. Tu seras notre invité et je te donne, voilà, je te donne accès aux archives. Oui. Tu pourras. Oui, c'est formidable, ça vous permet de. Ouais. Oui, et c'est comme ça que je me suis embarqué sur l'idée d'écrire un bouquin. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'en fait, c'est il fait une politique modérée, il a le respect de la communauté internationale. On va pas, bien sûr, faut laisser bien sûr aux lectrices, aux lecteurs le soin de découvrir ce roman, mais il fonde en fait une véritable puissance régionale, on peut le dire vraiment comme ça, non, Gilbert Simon? Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que c'est un homme qui est avant tout un bédouin. Oui, vous insistez beaucoup là-dessus. Bédouine, qui était la plus importante de la région. Il y en avait plusieurs. Et c'est son frère qui dirigeait le pays. Mais quand on emploie le mot pays, c'est vraiment exagéré. Pour ceux qui ont vu Laurence d'Arabie, ben c'est exactement le même décor. Ça aurait pu être Anthony Quinn ou Alec Guinness. C'était ces tribus qui vivaient sous des tentes, qui nomadisaient parfois. Et il n'y a évidemment pas de pétrole. Et cet homme est né là, et il avait déjà un esprit extrêmement visionnaire. Il avait compris que l'irrigation, par exemple, était évidemment un acte majeur à accomplir. Donc très tôt, il a commencé à avoir des visions de son futur pays, mais il ne pouvait rien faire, c'était son frère qui dirigeait. Oui. Et lorsque dans les années 55, on a commencé à découvrir du pétrole, dans les Émirats, les premières sociétés étaient anglaises. Il faut savoir que l'Angleterre avait main basse sur la région à cette époque-là. Et ils lui ont demandé l'autorisation de faire des fouilles, pas à lui, mais à son frère, qui a répondu, vous allez trouver de l'eau, j'espère. Et ils leur ont dit non, nous cherchons du pétrole. Et il leur a répondu, mais que voulez-vous que je fasse du pétrole? Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je veux, c'est de l'eau. Et ils ont tellement insisté qu'il a fini par dire, bon, d'accord, tout en encaissant au passage, bien sûr, une somme d'argent conséquente. Et l'argent s'est engrangé dans des caisses en bois, parce qu'il voulait être payé en espèces. Il n'y avait pas de banque, ça n'existait pas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'école. Et au fur et à mesure où la fortune a commencé à s'entasser, son entourage lui a dit il faudrait quand même songer à, je sais pas, à tracer des routes éventuellement, des hôpitaux pour soigner les gens. Et il rechignait, il n'y avait pas d'aéroport, c'est une piste de sable. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler tout le livre. Bien sûr. C'était à partir de 1966 seulement, lorsqu'il décide de quitter le pouvoir, que son frère Zayed prend la relève. Et c'est là qu'il va accomplir un miracle
quelque chose d'absolument extraordinaire. Mhm. Le livre commence par un peu la fin de vie de Cheikh Zayed. Après, on remonte le temps, on repart dans les années 48, 50, 60. Cette construction, vous en avez eu l'idée de manière rapide, imminente au commencement de l'écriture du livre, ou elle s'est élaborée un petit peu au fur et à mesure de l'écriture, la structure du livre? Elle s'est élaborée dans ma tête avant que je ne prenne la décision de le faire parler. D'accord. Et je savais qu'en le faisant parler, je prenais un risque énorme. Oui. Est-ce que le choix de la première personne vous permet justement, parce que vous employez parfois, pas tout le temps, hein, c'est pas le cas de tous vos romans, mais de temps en temps, assez fréquemment quand même, le fait de parler, d'écrire à la première personne, est-ce que ça vous aide à vous immerger encore mieux, à sentir encore mieux le personnage de l'intérieur et à le rendre, vous venez de le dire, peut-être plus humain? Voilà, question Oui, oui, qui peut. absolument, Oui, oui, absolument. J'ai fait ça 2 fois. oui, La première, c'était avec Avicenne. oui, La seconde, c'était, pardonnez-moi du peu, c'était avec Jésus. oui, c'est pas rien. Et puis là, et puis avec Averroès. Et oui, aussi avec Averroès, oui, tout à fait. Averroès, et là, ça fait 4 fois en fait. Oui, Donc Averroès, le 4 secrétaire sur du 30 diable. romans, c'était pas beaucoup. Oui, oui, oui. Mais c'est une manière de m'imprégner du personnage, de prendre plus de liberté dans l'écriture. Oui. Euh, à la troisième, le style narratif vous bloque un peu, alors que lorsqu'on évoque quelqu'un à la première personne, ben on peut tout se permettre finalement. Oui. Mhm. Enfin, je me sens plus libre et plus intime avec les personnages que je traite, effectivement, oui. Quelle est comment dire, la marque la plus forte chez Zayed, si on doit faire un petit peu un bilan de son, entre guillemets, le mot bilan est peut-être impropre, mais de son destin, de son règne, je sais pas comment le dire. Quelle est la caractéristique pour vous la plus importante qu'il s'agirait, il y en a peut-être plusieurs, de mettre en avant dans son rôle, dans sa mission? Il y a 2 idées qui me viennent à l'esprit. La première, c'est son humanisme, Oui, dans le sens grec du terme. C'est un homme qui a aimé les gens profondément. Il n'est qu'à voir la liste des dons qu'il a pu faire à de nombreux pays. Vous me direz, il avait les moyens, mais j'en connais qui en a les moyens et qui ne donnent pas un sou. hmm, Euh, Lui, il a construit des barrages, il a ouvert des écoles, il a construit des hôpitaux dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, et sans contrepartie politique. C'était pas je te donne et à ce moment-là, tu es à ma botte. La deuxième idée qui me traverse l'esprit, c'est qu'il a réussi à accomplir ce que nous n'avons toujours pas réussi à accomplir en Europe. C'est qu'il faut savoir que ce qu'on appelle les Émirats aujourd'hui, c'était une suite de petits lopins de terre, oui, 9 exactement, parmi lesquels le Qatar d'ailleurs, Bahreïn et d'autres petits Émirats qui étaient indépendants. Chacun était le vizir à la place du vizir. C'était je suis le grand chef. Et très vite, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pris conscience du danger que la désunion pouvait représenter. Et il a eu l'idée que Schuman avait eue en son temps de créer un marché commun, mais c'était plus qu'un marché commun dans sa tête. C'était la réunion des 9 Émirats avec une monnaie unique, oui. une armée de défense unique, un hymne national et un drapeau unique. C'est Donc fou, hein. imaginez la prouesse. Eh oui. C'était un pari presque impossible parce que vous savez, les égos, dès que vous avez le pouvoir, l'ego commence à prendre des dimensions démesurées et Oui. même le plus petit émir dans son lopin de terre ne voulait pas céder. Ouais. C'était qui va commander, quelle sera la capitale, pourquoi pas mon hymne, pourquoi pas mon drapeau. Il a lutté 7 ans. Ouais. 7 ans pour réussir. Et il a réussi ce que nous n'avons pas réussi en Europe. Une Mhm. armée de défense, bon, on a réussi la monnaie, mais la politique commune, elle a encore des beaux jours devant elle, et un drapeau. Et donc, voilà, voilà les deux idées qui me viennent à l'esprit, son Mhm. humanisme et son esprit visionnaire. Et d'arriver à unifier donc des peuples très divers qui Absolument. auparavant Parce étaient. qu'il faut savoir que on dit souvent les Arabes,
Mais vous savez, il y a autant de différences entre un Égyptien et un Irakien qu'entre un Suédois et un Napolitain. On a une vision du monde arabe global, Oui, mais elle est loin de l'être. Et au sein des tribus, chaque tribu est complètement à part. Elle a ses rites, ses mœurs, ses traditions et parfois même son dialecte. Donc voilà, il a réussi à réunir des gens qui étaient pas du tout partants pour une union. Le titre du Faucon, le Faucon, est-ce que c'est un titre dont vous avez eu l'idée très rapidement? Parce qu'il fait allusion notamment à une scène très importante du livre, de cette chasse aux faucons très importante. Il faut savoir que c'est l'équivalent, la chasse au faucon est l'équivalent du football pour les Brésiliens ou Ah les oui, Français, à ce point-là, ou d'accord. la corrida pour les Espagnols. C'est Ouais, une espèce de passion, mais démesurée. Et j'ai eu la chance d'assister à une chasse au faucon. Et ouais, je peux vous dire que ça vaut tous les matchs de foot du monde. C'est quelque chose c'est un art. C'est poussé jusqu'à l'art. D'abord, rien que le dressage de ces ouais, faucons, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et certains faucons peuvent valoir jusqu'à 100 000 euros. C'est vraiment quelque chose de très ah oui. spécial. Mhm. Et quand vous assistez à une chasse aux faucons, je peux vous dire que c'est absolument fascinant. Ouais. Fascinant. Et donc, je sais que Zayed, comme tous les Émiratis, adorait la chasse aux faucons et le mot m'est venu immédiatement, quoi. Mhm. Oui, Zayed dit à un moment donné dans le livre, en vérité, les faucons sont comme les hommes qu'un vieux dicton compare à des coffres scellés, seule l'expérience peut les ouvrir. J'aime C'est beaucoup, vrai. c'est vrai que c'est assez... oui, Ouais, essayez de dresser un faucon, vous allez voir. oui, ça, je ne m'y risquerai pas. Je pense qu'il faut un certain entraînement. Ouais. Alors, c'est vrai Ouais, qu'on rencontre alors au passage dans votre livre des personnages, des personnalités qui nous rappellent évidemment une période, notamment le commandant Cousteau, oui, la Calypso dans les années 50-60. On lit tout ça en lien avec la découverte du pétrole, vous venez d'en parler. Donc, il y a un travail, on sent, documentaire, et puis aussi sur votre livre, mais toujours au bon sens du terme. Je trouve chez vous, Gilbert Sinoué, que l'aspect documentaire historique très présent, hein, puisque bon, le fond est souvent bien évidemment historique avec un grand H, n'est jamais pesant. Comment est-ce que vous arrivez, alors vous allez me dire, à maintenir cet équilibre et à faire que justement tout est là en arrière-plan, mais ce n'est jamais au premier plan, si je puis dire, trop pesant. Voilà. Vous c'est très travaillez beaucoup, compliqué. très compliqué, bah Je oui, je ne m'en doute cacherai bien, pas que mais c'est compliqué. oui, C'est comme un danseur de claquettes, vous savez, au début, on voit le truc et puis progressivement, on a l'impression qu'il fait aucun effort. Et ça vient, moi je pense que ça vient avec le temps, avec la technique. Euh, la complexité, c'est justement de mesurer, de doser la part d'histoire, avec un H majuscule, et la part de romanesque. Toute toute la réussite du roman tient là. oui, Il ne faut pas vous laisser bouffer par la documentation. oui. On n'est pas l'impression d'un copier-coller. Et en même temps, il faut laisser la place au roman. Bon, comment ça marche Oui, ça je veux c'est. dire, voilà. J'appelle ça un miracle à chaque fois. Oui, 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 Alors c'est vrai que moi, bon, j'ai bien sûr, j'ai lu que quelques livres là pour préparer, parce vous en avez écrit beaucoup, mais on peut peut-être, on reste un peu dans la région avec le royaume des deux mers. Là, on est enfin, si je puis dire, on est Oui, tout à fait. à Bahreïn, c'est ça, j'allais dire Bahreïn, mais c'est un roman pour le coup initiatique cette fois-ci là, avec Ouais. le royaume des deux mers. Peut-être nous en dire quelques mots. Oui, oui, ben là aussi, c'est grâce à une invitation où je me suis retrouvé dans ce bled. Je dis Ouais, bled parce que c'est une île qui fait 75 km². Enfin, c'est vraiment, c'est rien du tout. Et, mais les gens sont absolument exquis, adorables, ouverts, émancipés, modernes au sens noble oui, du terme. Et j'ai rencontré là-bas la ministre de la Culture qui me disait, qui est d'ailleurs une femme extraordinaire elle aussi, et qui m'a dit, tu devrais écrire quelque chose sur mon pays. Et je lui ai dit, mais il n'y a rien dans votre pays. Que voulez-vous que j'écrive? Et là, elle s'est évidemment offusquée. Elle m'a dit, comment oses-tu dire une chose pareille? Elle a passé un coup de fil. Je me suis retrouvé avec
un archéologue français à qui elle a dit « Emmène-le voir ce que nous avons ». Et effectivement, il y a eu une civilisation qui a régné sur cette île il y a plus de 2000 ans, et qui était en quelque sorte le Wall Street, la plaque tournante financière de la région. C'est incroyable à imaginer, mais tout le commerce passait par là. Et c'est une civilisation très mystérieuse parce qu'on n'a retrouvé que des tombes. Alors, pour vous dire à quel point c'est fascinant, c'est que les premiers voyageurs qui sont arrivés sur cette île, c'était encore une fois les Anglais. Et ils sont tombés devant des nécropoles absolument extraordinaires. Ce sont des tertres, ce sont des petits tertres, et la tombe est sous le sable. Mais la tombe, c'est un grand mot. C'est juste une petite chambre avec 4 murs. Et on s'est dit, il y en avait plus de 60 000, 70 000. Et les gens se sont dit, cette île, en fait, était une nécropole. Personne n'y habitait, jamais, avant qu'on ne trouve les premières ruines. Et en fait, il y a eu une civilisation qui a régné là. On n'a jamais découvert son écriture. On sait juste le nom d'un roi. Mais il y a plein d'histoires fascinantes autour de ces gens. Donc voilà, j'ai encore une fois été attiré par... Et comme c'est très lié au mythe persan, à l'Iran, j'ai imaginé cette quête vers la plante qui donne la vie éternelle. Oui, parce qu'on peut penser... Comme le conte de Gilgamesh. Oui, parce qu'on peut penser qu'il s'agirait donc de Dilmun, en fait, qui est c'est un peu, selon la tradition, un peu le jardin d'Éden, si je puis dire. Voilà, oui, parce que selon l'histoire, selon la, oui, après, c'est vrai voilà, la légende, on raconte que Gilgamesh, donc le héros du conte, serait parti après la mort de son ami à la recherche de la plante qui donne la vie éternelle. Et on lui aurait dit, elle se trouve à Bahreïn, à Dilmun. Et donc, toujours d'après la légende, il y est allé et il a demandé à un sage où se trouvait cette plante et on lui a dit sous l'eau. Et en fait, il a plongé et il a récupéré, mais ce n'était pas une plante, c'était une huître. Et à l'intérieur de l'huître, il y a la perle. Oui. Et donc, tout est parti de cette légende de la plante qui donne la vie éternelle. Ouais. Alors, Averroès, donc le secrétaire du diable, là que j'ai donc lu pour préparer également cette rencontre, je vais me permettre de lire juste un extrait, Gilbert Simon, parce que je trouve que vraiment cet extrait prend encore aujourd'hui et toujours d'actualité, malheureusement, si je puis dire. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, je vois. Bon, donc j'écris pour mon fils Jéhad, dernier survivant de mes 3 enfants. Je n'écris que pour lui. Conscient de la dérive qui entraîne notre monde vers l'intolérance, comment pourrais-je ne pas le mettre en garde et lui révéler ce qu'il me fut interdit d'exprimer de mon vivant? J'ai vécu bâillonné, j'ai vécu sous la menace, et ce soir, mon ultime crainte est que ces pages tombent sous des regards indiscrets. Je connaîtrai alors une double mort. Après m'avoir lu, les théologiens qui ne savent d'Allah que le nom, les théologiens m'arracheront à mon linceul pour me jeter en pâture aux chiens. Dans leur très grande majorité, hélas, la quête de ces hommes n'est pas l'élucidation du Coran auquel ils ne comprennent rien. Ce sont des forces obscurantistes qui s'emparent du texte sacré pour élaborer une autre forme de religion. En agissant ainsi, ils représentent un danger de dissension pour la communauté musulmane et menacent le consensus. Je trouve que quand on lit ça, malheureusement, donc Averroès, peut-être, on dit quelque chose. Voilà, il y a exactement un grand penseur, philosophe, médecin, juriste, tout ça à la fois, j'ai envie de dire, qui a vécu donc en Andalousie, voilà. Voilà. Averroès, c'est un personnage que vous souhaitiez depuis longtemps. Là, je vais vous dire, c'est mon idole. Hein. C'est votre idole, d'accord. Vraiment, c'est mon idole. Ouais. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'islam des Lumières. C'est cette époque extraordinaire où il y avait d'immenses, de fabuleux penseurs.
et juif et musulman. On compare souvent Averroès à Maïmonide, par exemple, bien que les deux hommes ne se soient jamais rencontrés. Il y avait Ibn Arabi, enfin, la liste est infinie. Et ces gens débattaient librement, et du Coran, et de la religion, et de Dieu. Et ils le faisaient, ils écrivaient. Bon, il fut des moments difficiles pour ces gens-là, évidemment. La preuve étant qu'Averroès a vu ses livres brûlés à Cordoue et à Séville, heureusement pas tous, et il a été exilé d'Andalousie et il est mort à Marrakech. Mais parce que cet homme avait des idées. D'abord, il était très fabuleusement passionné par les philosophes grecs, Aristote évidemment, et il se permettait de dire des choses qui pouvaient être énormes à l'époque, et même aujourd'hui, auprès soit des musulmans orthodoxes, soit des évangélistes américains. Ouais. Il disait par exemple, le monde n'a pas été créé. Alors, vous balancez une phrase comme ça en l'an 1000, au milieu de croyants, et c'est déjà un blasphème, ou au milieu de chrétiens ultra-orthodoxes. Alors, quand on lui disait le monde n'a pas été créé, donc Dieu n'existait pas. Et c'est là qu'il devient passionnant, parce qu'il dit non, le monde n'a pas été créé parce que Dieu ne peut pas créer le monde. Dieu n'est pas quelqu'un qui pense comme nous et qui se serait réveillé un matin en disant « Tiens, je m'ennuie, je vais créer le monde ». Le monde existe parce que Dieu existe. Il était croyant, convaincu. Donc pour lui, voilà, il avait des raisonnements auxquels on adhère ou pas, mais qui à l'époque étaient révolutionnaires. Ses discours sur l'âme sont quelque chose d'extraordinaire. Quand il dit qu'en fait, l'âme ne nous appartient pas, nous n'avons pas d'âme personnelle. Alors, saint Thomas d'Aquin a failli faire une crise cardiaque quand il a écouté ça. Oui. Comment nous n'avons pas d'âme personnelle, donc nous n'allons pas être condamnés à l'enfer, chacun est responsable de ses actes. Et expliquer qu'en fait, ce sont des raisonnements théologiques, qu'à notre naissance, une petite parcelle de l'âme divine, qui est le cosmos, qui est le monde, qui est l'espace, entre en nous. Et à notre mort, elle repart rejoindre l'éternité. Bon, ce sont des raisonnements, je répète, auxquels on peut ne pas adhérer, mais que j'ai trouvé passionnants et qui réglaient d'ailleurs le problème du bien et du mal d'une certaine manière. Mais voilà, imaginez cet homme, on est en l'an 1000, qui tient ce genre de discours. Donc, oui. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ce serait Salman Rushdie, quoi. Il serait grillé sur place. Exactement, oui. Il est né en 1126, il faut resituer un petit peu dans l'histoire, dans l'époque. À Cordoue, c'est ça hein, oui. Cordoue, absolument. Oui, oui. Et alors, c'est vrai qu'il s'attire des ennemis aussi bien du côté de certains musulmans, on va dire, voilà, que des bien-pensants catholiques. Enfin, de toutes les, c'est pas uniquement, c'est vraiment. Ah oui, il est enfin voilà. Absolument, vous savez, les gens pensent toujours qu'Averroès a été banni par le monde musulman, mais le séisme s'est produit en France. Quand les écrits d'Averroès ont commencé à voyager, traduits en latin, par des traducteurs juifs au demeurant, qui sont arrivés à la Sorbonne, les gens qui étudiaient la philosophie se sont dit, mais c'est pas en l'an 1000 évidemment, mais plus tard, ce type est formidable, on va s'y intéresser. Et immédiatement, il y a eu un courant avéroïste qui s'est créé à la Sorbonne. Et saint Thomas d'Aquin, entre autres, et l'Église en règle générale, s'est offusqué des raisonnements d'Averroès. Et on a même tenté d'excommunier tous ceux qui liraient Aristote ou Averroès, puisqu'on les liait. Donc ça a vraiment créé un bouleversement extraordinaire. Nous parlions tout à l'heure de l'emploi de la première personne. Alors, dans Moi, Jérusalem, qui était donc votre... vous en avez trouvé un 5. Ben oui, mais vous faites parler finalement la ville de Jérusalem qui dit « je ». Donc, voilà, donc c'est vraiment le roman de la ville de Jérusalem, l'histoire d'une ville mythique qui on peut dire renaît à chaque fois de ses cendres. Et là, donc, il y a un travail
également d'historien, mais en premier lieu de romancier. Ce choix de... Là aussi, vous vous êtes dit, tiens, allez, je vais employer la première personne pour évoquer cette ville formidable. Oui, parce que c'est pas vraiment un roman. Hein, Non, enfin, moi, je qualifierais ça plutôt oui. de livre d'histoire avec un grand H. Oui. Oui, ça m'a amusé vous savez, on se déchire tellement cette ville depuis tellement de siècles. Chacun Oui. revendique qu'elle lui appartient. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit en penser? Que doit penser cette ville quand elle voit tous les déchirements, tout le sang versé, tout simplement parce que c'est une ville de symboles. Un ami me disait un jour, écoute Gilbert, tu veux régler le problème de Jérusalem, c'est très simple. Tu enlèves le mur des lamentations et tu le mets à Stockholm. Tu enlèves la mosquée d'El-Aqsa, tu la mets à Paris, et tu enlèves le Saint-Sépulcre et tu le mets en Norvège ou ailleurs. Il n'y a plus de symbole. La guerre s'arrête. Tout le monde s'en foutrait de Jérusalem. C'est uniquement une guerre. Vous savez, les symboles tuent en temps de paix. C'est ça l'arme qui tue le plus, sont les symboles. Et regardez le problème qu'on a eu en France avec les caricatures. On a attaqué un symbole. Oui. Et quand vous attaquez les symboles, vous risquez la guerre, vous risquez d'en mourir. Et Jérusalem a été l'objet des convoitises de tout le monde uniquement à cause de 3 lieux purement symboliques. Ce sont des pierres, après tout. Ce n'est que des pierres. Et pourtant, regardez, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc ça m'a amusé de me dire qu'est-ce qu'elle en pense, cette ville. Ouais. Alors c'est vrai que là, bon, on pourrait parler très longtemps ensemble, Gilbert Sinoué, de tout voler, mais le 3e tome, là, justement, de la trilogie Inch'Allah, les 5 quartiers de la Lune, qui là nous transporte donc, on est au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 jusqu'au début des printemps arabes, en quelque sorte. C'est le 3e tome. Donc le premier tome, qui était Le souffle du jasmin, nous faisait remonter en 1916, je crois, qui est vraiment au tout début du siècle. Est-ce qu'il y avait l'idée dès le départ de consacrer comme ça une fresque sur l'ensemble du XXe siècle, ou c'était un peu venu au fur et à mesure de l'écriture, vous avez dit, tiens, je vais prolonger, à travers des familles, hein, faut le dire tout de suite, famille juive, famille musulmane, famille chrétienne. Voilà. Oui. En fait, c'est parce que souvent, étant né en Égypte, mais ayant quitté l'Égypte assez jeune, à 18 ans, les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans pardonnez-moi l'expression, ce foutu Moyen-Orient où ils n'arrêtent pas de se taper sur la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette région est-elle toujours en proie au conflit que nous avons vécu en Europe au XIVe, XVe ou XVIe ou XVIIe siècle, et même plus loin? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, et d'où vient en plus comment est né ce gouffre qui s'est creusé au fil des années entre l'Orient et l'Occident? Pourquoi on est arrivé aujourd'hui à cette confrontation? Maintenant, cette confrontation est devenue la proie de quelques énergumènes qu'il faudra bien un jour enfermer dans un asile. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours une méfiance à l'égard de l'oriental vis-à-vis de l'occidental et inversement. Et quand on m'a posé cette question, je me la suis évidemment posée et j'ai essayé de remonter dans le temps. En fait, c'est comme un film qu'on déroulerait en arrière. On rembobinerait le film. Et c'est comme ça que ça m'a amené à commencer en 1918, au lendemain des accords Sykes-Picot, qui ont été la plus grande catastrophe politique de notre histoire, puisqu'elle a consisté à diviser cette région du monde en parcelles, en mondes, en créant des États. Et je me suis dit, mais tout le mal a commencé là et puis n'a fait que se prolonger. D'accord. Voilà, écoutez, Gilbert Sinoué, nous allons devoir en rester là, voilà, pour cette rencontre. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce rendez-vous, donc initié, organisé par la médiathèque départementale des Landes. Recommander très chaudement, chaleureusement, vraiment, votre tout dernier roman, Le Faucon, aux éditions Gallimard. Tous vos autres livres aussi. Et un que j'ai beaucoup aimé aussi, Les Nuits du Caire, aussi, j'en dis quelques mots, voilà, parce que vraiment, je trouve qu'il est un peu atypique, hein, quoi qu'on retrouve c'est assez intime, là. Assez intime, mais très touchant. Voilà, Les Nuits du Caire aux éditions Artaud.
Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup, Gilbert Sinoué. Bonne continuation. Et puis, voilà, bah, on a hâte de lire votre prochain roman. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.